Alors en ce qui concerne l'histoire géologique, bah, je vous ai dit tout à l'heure que, heu, on n'aurait absolument rien, concernant l'histoire ancienne, hein, l'histoire de la chaîne hercynienne. Bon d'habitude ça c'est l'échelle que j'utilise, hein, qui va de 600 millions d'années jusqu'à l'actuel. Voilà et la chaîne hercynienne, hein, ça va jusqu'à 300 voire 200 millions d'années. Nous en fait les dépôts les plus anciens qu'on verra cette semaine, ils datent du Trias, donc 200-250 millions d'années. Donc en fait on aura vraiment que la toute fin de cette histoire, à savoir l'érosion des reliefs qui va alimenter en fait la sédimentation, bah, jusqu'au Crétacé, voire même sur des périodes plus récentes. Voilà, donc je zoome sur ces 250 derniers millions d'années, donc ça correspond essentiellement à l'ère mésozoïque, l'ère cénozoïque, le secondaire, le tertiaire et alors si on se place dans un contexte, global, planétaire, on a 2 grandes périodes distinctes dans cette histoire. La première va à peu près jusque vers 95 millions d'années. Donc là, on est dans un contexte où on a une extension. En fait, l'Afrique s'éloigne de l'Eurasie et on fabrique un domaine océanique entre les 2, hein. Alors c'est l'océan qu'on appelle la Thétis ou l'océan, liguro-piémontais ou l'océan alpin. En gros, c'est l'océan dans lequel vont s'accumuler tous les dépôts qui ensuite vont donner la chaîne alpine. Cette tendance s'inverse vers 95 millions d'années et là, on passe dans une phase de rapprochement, de compression entre l'Afrique et l'Eurasie. Alors, c'est la période alpine au sens large, en fait, au cours de laquelle vont se former toutes les grandes chaînes, de ce secteur. Alors, il y a la chaîne alpine au sens strict, mais il y a aussi et surtout les chaînes pyrénéo-provençales. Voilà, pyrénéo-provençales qui se forment, essentiellement vers 40 millions d'années, alors que pour la chaîne alpine, c'est beaucoup plus récent et en fait, les phases de mouvement principales ont moins de 10 millions d'années. Le récent séisme au Maroc, hein, est venu nous rappeler qu'effectivement cette phase de convergence, Afrique-Eurasie, elle est toujours en cours, hein. Et alors, si on se centre un peu plus sur notre secteur, donc je vous ai dit que toute l'histoire de ce secteur, ça correspondait à l'émergence progressive de la rive Ventoulure. Bah, en gros, jusque vers 150 millions d'années, hein, jusque vers le milieu ou la fin du Jurassique, on n'a absolument pas de preuve qu'il y avait quelque chose qui correspondait à cette ride. Et ce n'est qu'à partir de la fin du Jurassique que va commencer à apparaître cette ride. Et toute la suite de l'histoire, bah, c'est son apparition et sa structuration progressive. Alors, on va débuter au Trias, hein, parce que le Trias, vous allez en voir et il joue un rôle, extrêmement important. J'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Alors au Trias, voilà à quoi ressemblait donc, bah, le sud de l'Europe. Alors là, en fait, vous avez, enfin tout le nord de l'Europe. Vous reconnaissez ici la Scandinavie, vous avez, la Pologne, vous avez la Biélorussie. Ici, vous avez la Suisse, l'Autriche, vous reconnaissez la France. L'Espagne dans la position qu'elle avait à l'époque, hein. Et puis il y a pas d'océan Atlantique et on passe directement ici au Groenland et au Labrador. Et là, vous reconnaissez le nord du continent africain avec le Maroc, Tunisie, Algérie et Libye. Entre les 2, vous avez un grand domaine océanique. Et alors, donc vous voyez que l'Europe, elle est au fond d'un golfe, hein, dans un grand domaine continental, hein, qui est ce qui reste de la Pangée. Vous avez les restes ici de la chaîne hercynienne, qui est déjà très fortement érodée. Et alors donc nous, on est ici, là, au niveau du point rouge. Et donc vous voyez qu'on est très exactement à 30 degrés de latitude nord, donc on est vraiment dans des conditions tropicales. On n'est pas en domaine marin, les domaines marins sont plus au sud, plus à l'est. Donc là, en fait, on est sur la bordure d'un continent, donc dans un contexte désertique et chaud. On a, quelques reliefs importants, duquel doivent descendre des rivières, hein, qui amènent des sédiments et puis ici, dans ce secteur, on doit avoir toute une série de grandes lagunes, heu voilà, donc un domaine qui est pas franchement marin, pas franchement continental, qui est un peu à la limite entre les 2. Quand on avait parlé de ces conditions au Trias en 2019 en Ardèche, j'avais essayé de vous trouver un analogue actuel. Donc en fait, là, je le réutilise, hein, c'est, voilà, la péninsule de Basse-Californie, qui est aux latitudes qui nous intéressent. Voilà et en fait, hein, dans cette péninsule de Basse-Californie, on a des reliefs au centre et puis donc on a effectivement des rivières qui descendent ici, alors qui amènent tout un tas de sédiments et qui les déposent sous forme de grands deltas, donc ça va donner des grès. Et puis quand on arrive dans les zones basses ici, ben il y a plus de sédiments et au contraire, là, on a ces espèces de grandes lagunes, alors qui sont régulièrement alimentées avec de l'eau de mer, mais c'est pas un domaine franchement marin.
Donc en fait, on est dans un contexte, qu'on peut retrouver également aussi, sur les rives du golfe Persique ou alors en mer Morte. Voilà, où on a effectivement des lagunes d'eau de mer qui sont isolées de l'océan et qui vont commencer à s'évaporer sous l'effet du climat tropical et donc, on va déposer des sels. Alors c'est pas le principe des marais salants, hein, où on contrôle l'évaporation. Par contre, quand vous avez donc une grande quantité d'eau de mer, hein, qui est soumise à l'évaporation, quand vous avez perdu 50 du volume initial, les premiers sels qui vont précipiter, c'est le carbonate de calcium. Voilà, donc la calcite, l'aragonite et donc ça donne du calcaire. Les sels, en fait, ils précipitent, dans une séquence, hein, qui est toujours à peu près la même. Ensuite, quand on continue à faire diminuer le volume et qu'on n'a plus que 20 du volume initial, le deuxième sel qui va précipiter, qui est très abondant dans l'eau de mer, c'est le sulfate de calcium. Et le sulfate de calcium, c'est un minéral dont vous avez tous déjà entendu parler qui s'appelle le gypse. Voilà et le gypse, alors dont vous avez ici, hein, une carrière, je ne sais plus où c'est, enfin peu importe, c'est le minéral qui sert de base à la fabrication du plâtre. Il est très largement exploité donc dans la région qui nous intéresse, mais ce n'est pas le gypse du Trias. Peu importe que le gypse soit du Trias ou pas, la particularité du gypse, c'est que c'est un minéral qui est extrêmement tendre. En fait, sur l'échelle de dureté des minéraux, hein, qui va de 1 à 10, 10 c'est le diamant le plus dur, 1 le plus tendre c'est le talc et le gypse en fait c'est le degré numéro 2. Donc ça veut dire que les dépôts du Trias, qui sont un mélange de gypse et de calcaire, sont particulièrement tendres et c'est ça qui explique leur comportement extrêmement plastique à l'échelle de cet empilement. Voilà, donc si le Trias est un niveau de décollement très tendre, c'est parce qu'il contient de grandes quantités de gypse et on en reparlera un petit peu plus tard. Parce que vous voyez que ce Trias là, pour l'instant, il est très profondément. Je vous ai dit que vous en verriez en surface, donc on verra plus tard comment ce gypse a pu remonter à la surface. Alors on passe maintenant au Jurassique, donc c'est à partir du Jurassique que l'aride ventoulure va commencer à s'individualiser. Bon, pour l'instant, au début du Jurassique, c'est pas le cas, hein, il y a pas de il y a enfin, il y a rien qui permet de marquer cet axe morphologique. Alors ça, c'est la carte que je vous ai montrée donc au milieu du Trias, hein, vers 225 millions d'années et quand on arrive au début du Jurassique, c'est-à-dire il y a exactement 200 millions d'années, le début du Jurassique est marqué à l'échelle mondiale par une augmentation du niveau marin, ce qui fait que toutes les zones basses en bordure des océans, vont être envahies elles-mêmes et donc l'Europe ici qui est cette espèce de plaine désertique avec quelques reliefs résiduels, se transforme au début du Jurassique en un archipel tropical avec des îles séparées par des bras de mer très peu profonds. Alors, ici, hein, vous voyez qu'il y en a enfin, il y en a un peu partout en France autour du Massif central, dans le bassin parisien, dans le bassin aquitain, dans le secteur du Ventoux, dans la région des Causses. Là, en fait, ce sont les secteurs centraux du Massif central qui sont encore émergés et ici, là, vous avez une zone émergée qui correspond plus ou moins à la Sardaigne et la Corse actuelles, qui à l'époque étaient pas du tout dans leur position actuelle. En fait, elles étaient collées à la Provence. Voilà, donc on est dans une mer très peu profonde et alors, ce qui va se produire ensuite pendant le cours du Jurassique, hein, c'est, l'ouverture de l'Atlantique, là, selon cet axe que vous avez ici et en fait, parallèlement à cette ouverture de l'océan Atlantique, il y a tout un système là de bassins profonds qui vont se mettre en place dans ce secteur-là. À commencer par celui dont vous voyez déjà les prémices sur cette image, hein, qui va passer là au sud de l'Espagne, au sud de la Corse et de la Sardaigne pour rejoindre, l'Europe de l'Est et donc c'est le fameux océan, enfin la Thétis, l'océan alpin ou l'océan liguro-piémontais. On fait un petit bond dans le temps de 50 millions d'années, donc on est à la fin du Jurassique, au moment où l'aride ventoulure va commencer à s'individualiser. Vous voyez cet océan alpin, hein, qui est formé. Alors c'est il y a un océan profond avec de la croûte océanique basaltique. Il n'est pas très large, voilà, ça doit être à peu près, comme, ce qui est actuellement la mer Rouge, en termes de largeur. Le mont Ventoux, pour l'instant, est toujours, hein, au nord de la Corse et de la Sardaigne, donc il n'est pas en connexion avec cet océan, alpin. Et alors la dislocation se poursuit et il y a 2 éléments là qui vont apparaître. Le premier, vous le voyez assez bien ici, c'est ce grand axe là qui passe, entre la Bretagne et l'Espagne, qui est le futur golfe de Gascogne, qui va se prolonger ici là, entre l'Espagne et la France par le sillon pyrénéen.
Et puis alors de l'autre côté, via l'Autriche et le sud de la Suisse, va s'ouvrir un deuxième petit océan qui est l'océan Valaisan, du nom du Valais, et qui lui vient se terminer ici en cul-de-sac, là juste au nord du mont Ventoux. Alors vous le voyez assez mal là sur cette image. Voilà, donc là vous avez une autre carte un peu plus détaillée du secteur. Alors on est au Kimméridgien, il y a 150 millions d'années, donc voilà, au moment où la ride Ventoulure va commencer à apparaître. Vous retrouvez ici alors toutes les zones émergées sont en rose. Les mers peu profondes épicontinentales sont en bleu et les mers profondes, les océans profonds sont en bleu foncé. Vous avez ici l'océan alpin, donc la Thétis, l'océan pyrénéen qui va passer là entre la Bretagne et l'Espagne, vous voyez il est encore pas ouvert, hein, c'est encore une zone peu profonde. Et puis alors là, vous avez l'océan Valaisan dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient se terminer ici par un cul-de-sac juste au nord du mont Ventoux. Ce cul-de-sac, cette zone plus profonde, c'est ce qu'on appelle le bassin vaucontien. Alors du nom des Vaucons, hein, qui étaient les tribus gauloises qui vivaient dans ce secteur, de la Drôme et de l'Isère. Ce bassin vaucontien, c'est un bassin profond, et ça correspond aux baronnies actuelles. Voilà, donc c'est à ce moment-là que commence à apparaître une distinction entre un sud, qui à l'époque est une zone moins profonde, et un nord qui, à l'époque, est une zone plus profonde. Bon, une autre représentation, hein, voilà, de cette géographie-là au Jurassique moyen, vous retrouvez ici l'océan, alpin, la Thétis. Vous avez ici l'océan Valaisan, le bassin vaucontien. Alors là, ils le font aller très, très loin jusqu'au niveau des Pyrénées. En fait, ils s'arrêtaient largement avant. Voilà, et en fait, si on regarde une coupe, en gros, du Massif central jusqu'aux régions, de l'autre côté de la Thétis à ce moment-là, voilà ce qu'on peut reconstituer. Vous avez bien ici au centre un domaine océanique, hein, qui est alors l'océan alpin, la Thétis, l'océan liguro-piémontais, voilà, toujours plusieurs noms. Donc vous avez véritablement une déchirure de la croûte continentale avec de la croûte océanique, hein, voilà, un vrai océan. Au sud-est, ici, vous avez tout le domaine de la Lombardie-Vénétie, et puis ici au nord-est, là, vous avez ce domaine, alors français, où vous avez une zone haute, là, ici, qui sont alors le massif central ici s'appelle les Causses-Cévennes, c'est plutôt le massif central. Vous avez ici un haut fond, qui est ce qu'on appelle la plateforme Provence-Corse. Et puis entre les 2, là, vous avez ce bassin vaucontien, hein, qui est une zone effondrée, plus profonde. Alors c'est pas déchiré, c'est toujours de la croûte continentale, il n'y a pas encore de croûte océanique et en fait, il y en aura jamais dans ce secteur-là, mais c'est bien un bassin plus profond. Si je zoome sur ce secteur-là, voilà, donc vous avez la plateforme Provence-Corse, le bassin vaucontien. Donc c'est bien à ce moment-là que commence à apparaître une différence entre, le sud, limité par l'axe Ventoulure, qui est exactement la bordure nord de cette plateforme, et puis le nord, qui est un bassin plus profond, auquel vont correspondre les baronnies. Et vous voyez que la limite entre les 2 à l'époque, ce sont des failles, mais elles sont pas dans le sens où vous les avez vues tout à l'heure. C'est pas des chevauchements qui regardent vers le sud, c'est au contraire des failles qui regardent vers le nord et qui correspondent à ce qu'on appelle des failles inverses. Pardon, des failles normales. La faille normale, elle apparaît justement dans un contexte en extension, ce qui est bien le cas à l'époque, hein, puisqu'on éloigne, l'Afrique de l'Europe. Et les failles normales, hein, ce qui se passe, vous le voyez ici, c'est que le bloc qui est là, il a tendance à remonter, le bloc qui est là, il a tendance à s'affaisser. Ça veut dire que dans les baronnies, le milieu devient de plus en plus profond et au niveau de l'axe Ventoulure, le milieu devient de moins en moins profond et se rapproche de la surface. C'est la raison pour laquelle on commence à avoir des dépôts qui sont différents dans les baronnies et dans l'axe Ventoulure. Alors, on va arriver maintenant au Crétacé. Et donc pendant tout le Crétacé inférieur, qu'est-ce qui va se passer sur cette plateforme Ventoulure dont la profondeur diminue en fait, qui se rapproche de la surface? Comme on est dans des mers, tropicales, vont s'installer des récifs. Ces récifs, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, au cours des circuits passés de l'association, ce qu'on appelle les récifs urgoniens. Alors le nom de Urgonien vient de la ville ou du village d'Orgon qui est à côté de Cavaillon, donc c'est vraiment une dénomination locale.
D'ailleurs, à Orgon, il y a un musée de l'Urgonien dans lequel on peut voir des fossiles. Moi, j'y suis jamais allé, voilà, bon, mais ça pourrait être intéressant. Alors, ces récifs urgoniens, ils se sont formés donc au Crétacé inférieur et moyen sur une période qui, en gros, va de 125 à 110 millions d'années. Ça correspond à 3. Alors ce l'Urgonien, c'est pas une période géologique, dans l'échelle stratigraphique, ça correspond en fait à 3 étages, ce qu'on appelle des étages qui sont le Barrémien, l'Aptien et l'Albien. Si je vous en parle, c'est parce que ces étages de l'échelle stratigraphique, ils sont définis par rapport à des localités types, qui peuvent être partout à la surface du globe. Alors si l'Albien, il est défini dans l'Aube, le Barrémien et l'Aptien sont vraiment 2 étages qui ont été définis localement. Le Barrémien, c'est à Barème dans les Alpes de Haute-Provence, donc c'est, pas très loin d'où on est et puis l'Aptien, beh, c'est à Apt, donc c'est vraiment où on est. Alors en fait, hein, à tous ces étages qui sont définis, internationalement correspondent des coupes de référence locales et donc nous, on ira voir, hein, ce qu'on appelle le stratotype, donc la coupe de référence de l'Aptien qui est, en fait, un petit peu au nord d'Apt, entre Gordes et Apt. On verra ça donc, jeudi. Alors nos récifs urgoniens, maintenant j'y reviens, hein, se sont installés en fait dans toutes les zones marines peu profondes du sud de la France et de l'Europe, donc à cette période-là. Alors ils ont pas exactement le même âge partout, hein, voilà, ils sont, peut-être un peu plus anciens dans les Pyrénées, peut-être un petit peu plus récents, plus au nord, par exemple dans le Vercors. Bon, en fait, le point commun, c'est que ce sont des calcaires récifaux sur des épaisseurs importantes, donc ça forme des dalles calcaires, assez massives et qui donc dans le paysage, forment des falaises massives. Alors, on les avait vus dans les Pyrénées. J'ai pas d'image à vous montrer ici parce que j'ai pas retrouvé d'image parlante, mais c'était, l'espèce de rempart, qui forme le versant nord des chaînons, nord-pyrénéens quand on vient du nord. On les a revus plus récemment en 2019, mais dans les gorges de l'Ardèche, autour de Pont d'Arc. On ne les a pas vus ensemble, mais on devrait les voir donc depuis le sommet du Ventoux, vers le nord, donc les calcaires urgoniens du Vercors. Donc là, ce que vous voyez, c'est le mont Aiguille et le point culminant du Vercors qui est le Grand Vémont. Le Grand Vémont, en fait, se voit, si les conditions étaient aussi prêtes, se voit très bien depuis, le sommet du Ventoux et également depuis le sommet de Cosmodrome où on devrait être le vendredi matin. Et ces calcaires urgoniens, beh, c'est eux qui arment alors la ride Ventoulure. Alors là, vous avez une vision qui est inverse de celle qui était, sur ma photo de 1re page. Donc là, en fait, vous voyez le sommet de la montagne de Lure et on regarde vers l'ouest en direction du Ventoux. Vous avez ici au nord le domaine des Baronnies et vous voyez le côté accidenté là apparaît assez clairement et ça contraste très fortement avec le plateau d'Albion qui est derrière. Voilà, donc les calcaires urgoniens arment ici cette grande crête et forment cette dalle, hein, qui s'étend vers le sud. Alors les gorges de la Nesque dont je vous ai parlé, hein, la Nesque prend sa source ici au pied du Ventoux. Heu, Elles sont creusées ici à quelques kilomètres au sud de Sceaux. Voilà à quoi elles ressemblent. Bon là, vous retrouvez le sommet du Ventoux et là, vous avez les gorges de la Nesque. Alors on n'ira pas voir les gorges de la Nesque, hein, parce qu'on ne peut pas aller tout voir. On verra quelque chose de tout à fait équivalent le lundi matin puisqu'on ira, plus au sud dans les gorges d'Opélette, qui sont également creusées dans la masse de ces calcaires urgoniens. Et alors, la particularité de ces récifs urgoniens, bon, ce sont des récifs, donc on va y trouver des organismes, constructeurs récifaux, des coraux. Alors les coraux, hein, c'est pas les coraux actuels, mais enfin bon, il y a pas de différence, fondamentale, surtout pour des non-spécialistes. Et puis alors il y a, dans les récifs surgoniens, un groupe d'organismes qui a disparu il y a 65 millions d'années, en même temps que les ammonites et les dinosaures. C'est un groupe de mollusques qu'on appelait les rudistes, enfin qu'on appelle les rudistes. Ce sont des lamellibranches, donc des bivalves qui étaient adaptés aux milieux agités. Donc c'est pour ça qu'on les trouve en fait dans ces zones récifales, agitées. À quoi ressemble un rudiste? Bon, là, vous avez une des formes les plus simples, hein, qui sont les hippurites, les hippuritidae. Imaginez une huître dont la valve inférieure se serait allongée démesurément là, en forme de cône, plantée ou ancrée sur le substrat, et avec la valve du dessus, hein, qui sert d'opercule. Les hippurites pouvaient faire, je pense, jusqu'à 10 centimètres de haut. Alors, l'image que vous allez voir après, hein, c'est évidemment une reconstitution où vous avez un certain nombre de spécimens d'hippurites
vous voyez ici, plus ou moins complet. Ils n'ont pas forcément tous la valve du sommet. Associé à des morceaux de coraux, voilà, donc c'est une espèce de reconstitution de ce que pouvait être un récif urgonien. Bon, mais en fait, des hippurites dans le secteur où on est, il y en a pas tellement. Alors les rudistes, hein, ce sont la forme des rudistes, c'est compliqué par des valves qui se sont, oui, enroulées en forme de corne. Parfois, certaines se sont torsadées. Voilà, donc en fait, les Toucasia que vous avez ici, hein, seraient plutôt des formes qu'on pourrait trouver dans les récifs urgoniens de ce secteur. Alors je vous dis qu'on pourrait, en fait, j'ai pas vu les rudistes, on va les découvrir ensemble sur le site où j'ai prévu qu'on les voit. Bon, vous vous souvenez peut-être quand même que, à chaque fois qu'on a vu des calcaires à rudis, des calcaires urgoniens, on avait du mal à reconnaître ces fossiles. On voyait juste, hein, des grandes sections de coquilles. Voilà, ça c'est dans les calcaires d'Arudis. Vous avez ces grandes sections noires, hein, qui correspondent aux coquilles de rudis. Et puis ça, c'est ce qu'on a vu dans les calcaires donc des gorges de l'Ardèche, hein, au belvédère du cerf de Tours, hein, qui était au-dessus de Pont d'Arc. Voilà, donc on va découvrir ensemble à quoi ressemblent les rudistes dans les calcaires urgoniens du plateau d'Albion. Alors la suite de l'histoire, beh, ça va être l'ouverture là de ce sillon pyrénéen. Autrement dit, l'Espagne va commencer à dériver vers le sud, le golfe de Gascogne va s'ouvrir en ciseaux. Ce grand sillon va se prolonger vers l'est, d'abord dans les Pyrénées, et puis va rejoindre l'océan Valaisan. Mais pas en passant ici par le bassin vauconsien, en fait, en séparant, l'ensemble Corse-Sardaigne, beh, de la zone, qui nous intéresse. Alors ça, c'est il y a 150 millions d'années, hein, au milieu du Jurassique. Voilà, donc là, vous allez voir une carte ou une reconstitution qui date du début du Crétacé supérieur, à 90 millions d'années. Donc vous avez ce sillon pyrénéen qui, cette fois-ci, est alors le golfe de Gascogne est ouvert, le rift pyrénéo-provençal ou le sillon pyrénéen est très largement ouvert et s'avance, vers le secteur provençal et donc il va séparer le massif corso-sarde d'un ensemble au nord là. Alors vous avez des sigles, hein, mais nous ce qui nous intéresse, le point rouge là, c'est la ride Ventoulure. C'est ce qui s'appelle le BD, qu'on va appeler en fait le bombement durancien. Alors en fait, hein, si je vous mets la petite carte qu'on avait tout à l'heure, en fait là, cette ancienne plateforme Corse-Provence, bah, elle va être disloquée. Alors non pas en 2 parties, mais en fait en 3, parce que si vous regardez bien ce qui se passe au nord du sillon, en fait vous avez une zone, enfin une zone qui va émerger là au niveau de la ride Ventoulure. Vous avez un nouveau bassin qui va s'ouvrir ici, qui s'appelle le bassin sud provençal. En gros, on est dans le secteur de Marseille et puis on a à nouveau une zone plus haute au milieu. Bon, enfin nous, peu importe. On oublie c'est la complexité de ce qu'il y a au sud. On s'intéresse à ce qui se passe en fait entre le bassin vauconsien qui existe toujours et ce nouveau bassin, sud provençal qui s'ouvre dans le secteur de Marseille. Donc on a une zone entre les 2 qui est une plateforme peu profonde et qui, beh, remontée par le jeu des failles normales, va finir par émerger. Alors ça, c'est avant l'immersion. Vous avez à peu près ce qu'on peut reconstituer de cette zone un peu plus haute, la plateforme nord provençale. Vous avez ici le bassin vauconsien, au nord, donc vous voyez ici la ride Ventoulure actuelle. Là, vous avez le Luberon et puis ensuite, là, vous avez les rives de la Méditerranée et le bassin sud provençal, il est ici. Donc là, on a des dépôts marins profonds, des dépôts marins profonds et ici, on a des dépôts marins peu profonds. Ce sont les fameux calcaires urgoniens et puis assez rapidement, on passe à autre chose. Alors dans ce secteur-là, bon, les calcaires urgoniens, ils sont ici, bon, peu importe le détail de cette figure, mais simplement, après on va avoir un épisode où vont se déposer des marnes, c'est ce que vous avez ici en noir et ces marnes, en fait, c'est là que se situe le stratotype de l'Aptien, un petit peu au nord d'Apt, qu'on ira voir, jeudi matin et puis ensuite on passe à un dépôt de sable que vous avez ici. Alors ces sables, hein, si vous avez, regardé la vidéo donc de C'est pas sorcier, ce sont les fameux sables à glauconie qui vont servir de substrat après à la formation des ocres. Ces sables à glauconie, en fait, se déposent pendant un certain temps jusqu'à une émersion. En fait, je vous ai dit que cette plateforme allait finir par émerger et c'est le cas, en fait, à la fin du Cénomanien. Voilà, donc on est vers 90 millions d'années
et vers 80 mi millions d'années, on passe dans toute sa zone ici en jaune, dans un secteur qui est émergé, d'un continent, alors qu'on a des domaines marins au nord et au sud. Et en fait, on va rester en domaine continental pendant, au bas mot, 70 millions d'années. La mer ne revient dans ce secteur-là qu'au début du Miocène, c'est-à-dire ici, à peu près, il y a 20 millions d'années. Alors ça, c'est une autre, reconstitution, hein, de cette zone émergée qui est ici en rose et en orange, donc qui est le bombement Durancien dont je vous ai parlé tout à l'heure et là, vous avez les domaines marins, la mer alpine, le bassin vaucansien au nord et ici le bassin sud-provençal. On est dans un contexte qui est toujours tropical et en fait, hein, les zones, continentales en domaine tropical sont soumises à une altération qui est très poussée et qui donne des sols tropicaux qu'on trouve de façon très abondante dans tout ce secteur. On a au nord le domaine des ocres, que vous avez ici, hein, et ici, au sud, le domaine des bauxites. Alors on verra pas de bauxite, on verra les ocres, essentiellement les ocres d'Apt. Bon, il y a des différences entre les 2, mais simplement, encore une fois, ce sont des formations tropicales qui ne peuvent prendre naissance que dans un contexte tropical. Pour vous expliquer très simplement ce qui se passe, alors ce schéma-là, vous montre les principaux éléments chimiques qu'on va trouver dans pratiquement toutes les roches. Donc c'est vraiment les éléments les plus courants. Vous avez le potassium, le calcium, le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium et puis le fer. Le fer qui ici n'a perdu que 2 électrons, donc c'est ce qu'on appelle le fer ferreux et ici il en a perdu 3, ce qu'on appelle le fer ferrique. Or, quand on soumet les roches à l'altération, pendant un temps prolongé, alors il faut vraiment, de la chaleur, il faut de l'eau pendant de longues périodes, on va finir et c'est ce qu'a démontré donc, le fameux Goldschmidt, hein, qui est un géochimiste, il a démontré que tous les éléments qui sont ici en bleu et en vert vont finir par partir en solution avec les eaux de ruissellement. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de cette altération, au cours du temps, on va concentrer sur place les 2 seuls éléments qui ne sont pas solubles, qui sont ici l'aluminium et le fer ferrique. Et eux, ils vont former, des oxydes et des hydroxydes. Alors l'hydroxyde d'aluminium, c'est ce qu'on appelle de la gypsite. Les hydroxydes de fer, ça peut être de l'hématite, de la goethite, voilà, peu importe. En réalité, tous ces sols qui concentrent, l'aluminium et le fer, qui sont en fait des espèces de croûtes, plus ou moins stériles, se forment à partir de n'importe quel type de roche, quel que soit le type de roche que vous ayez au début, à la fin, vous n'aurez plus que ça. Et en fait, ce sont des formations qu'on appelle, au sens large, des latérites. Ici, vous avez une carrière de latérite en Inde, dans, le contexte climatique où elle se forme actuellement, donc caractérisée par des couleurs très rouges qui sont liées aux oxydes de fer. Alors dans le secteur, on appelle ça des bauxites, du nom du village des Baux de Provence, hein, parce que ces croûtes, ces cuirasses latéritiques sont utilisées comme, minerai d'aluminium, puisqu'il y a de l'aluminium dedans. Et puis, c'est exactement le même genre d'évolution qui donne naissance donc au sable ocreux et ça, c'est l'entrée des mines de Brouilloux, où on sera donc le jeudi soir.